Du cinéma maintenant, SOS Fantôme, ils sont de retour. Et alors c'est qui qu'on appelle? Salut à tous. Eh bien écoutez, restons en 1989, mais cette fois-ci pour parler film. Et peut-être même plus. Suite ratée pour certains, films cultes pour d'autres, il faut dire que SOS Fantôme 2 n'a jamais failli voir le jour, mais c'est sans compter la puissance infaillible de l'appât du gain de la part de Columbia Pictures. Et comme ils disent, ils sont les meilleurs, ils sont les plus beaux, ils sont les seuls casseurs de fantômes. Action! Hey, 5 ans après que SOS Fantôme ait sauvé la ville de l'apocalypse de Gozer, personne ne s'en souvient. Et pire encore, c'est que nos héros sont considérés comme de véritables escrocs. Et fini les grandes batailles contre les dieux antiques, place aux anniversaires pour enfants et aux expériences de laboratoire. Non. SOS Fantôme 2, sorti dans les salles obscures françaises en décembre 89, tente de renouveler la formule du premier épisode, tout en y intégrant une nouvelle menace spectrale, j'ai nommé Vigo des Carpates, ou la tristesse de Moldavie, ou encore Vigo le Cruel. Tyran et sorcier démoniaque du XVIe siècle, Vigo sera exécuté par son propre peuple en 1610 et il proclamera vengeance avant son trépas. C'est grâce à son pouvoir que le tyran prendra refuge dans son autoportrait qui sera amené au musée de New York 379 ans plus tard. Et il retrouvera progressivement ses pouvoirs grâce à un concentré d'énergie négative qui circule dans les bas-fonds de Big Apple, le slime. Une sorte de boue visqueuse qui canalise les émotions des habitants de la ville. Et il choisit Oscar, le bébé de Dana, comme réceptacle afin de se réincarner définitivement. Et forcément, qui c'est qu'on appelle à la rescousse ? Installez-vous confortablement, réajustez vos packs de protons et replongeons tous ensemble dans l'univers d'SOS Fantôme 2. Alors faire une suite à SOS Fantôme, c'était pas gagné d'avance, puisque Bill Murray avait longtemps mis son veto pour tourner une suite. Et par ailleurs, en mars 1989, il a ironisé un petit peu le truc en disant que si jamais il devait sortir une suite, il l'appellerait le dernier des Ghostbusters pour cloisonner un petit peu le truc et pour dire que ça serait le dernier et qu'il n'y aurait pas de troisième opus. Aliens is a sequel, they never win. Otherwise, where the hell's Police Academy? Would have been here. This is another reason why I probably won't do Ghostbusters 2. The deep, deep fear that the Academy will not recognize my work. Et sachez même qu'après coup, il a même avoué ne pas avoir aimé le film. We tried not to push too hard. You know, I think there's a tendency in sequels to top oneself, you know, and make it bigger, huger, spend more money. We did do all those. Flashier. We did. We spent more money, but it was mostly on personal things that we took home. Le projet a pourtant été discuté très tôt, dès la sortie du premier film, et ce autour d'un dîner à Beverly Hills. Et finalement, après quelques réticences, Dan Aykroyd et Harold Ramis reprendront la plume pour écrire ce second épisode, dont le tournage débutera en novembre 88, tournage qui durera 5 mois. On ne change pas une formule qui gagne, même maestro à la baguette, j'ai nommé Ivan Reitman. Ivan Reitman qui fera même participer son fils, que l'on retrouvera quelques années plus tard, qui fera la succession de son père en tant que réalisateur pour SOS Fantôme l'héritage, et on retrouvera également sa fille Catherine dans le film, ouais. Et on reprend le casting d'origine avec la succulente Sigourney Weaver, l'irrésistible Bill Murray, le fanfaron Dan Aykroyd, le rationnel et regretté Harold Ramis, le nerveux Ernie Hudson et l'attachant Rick Moranis. Ces deux derniers auront d'ailleurs un rôle beaucoup plus important. Well, I think the reason for doing the sequel was the kids. I think we all got together. We weren't sure if we wanted to do it, but I think we realized that it does, for whatever reason, have some meaning for kids. Yeah. And so that's what the sequel is about. It's for the children, I think. Mais aussi des petits nouveaux comme Peter MacNicol qui incarne le soumis Arnold. Ouais, je fais de merveilleux cocktails. On recroisera d'ailleurs cet acteur quelques temps plus tard dans des petites séries sans succès comme Ali McBeal ou 24 heures chrono. Notons également le grand retour de Mouvetou, plus connu sous le nom de Slimer, qui fera pas mal de caméos dans le film et qui est devenu la véritable mascotte de la licence depuis déjà le premier film, mais surtout depuis le dessin animé diffusé en 86, The Real Ghostbusters. Celle-là même qui aura fait le bonheur de la société américaine Kenner, qui sera rachetée 5 ans plus tard par Hasbro, ne serait-ce que par ses nombreux produits dérivés et notamment ses mythiques jouets.
Nous allons neutraliser tous ces fantômes. SOS Fantôme, drôle à faire peur. Cette suite, afin qu'elle engendre plus de recettes et soit ouverte à un public beaucoup plus large, tel que le dessin animé, certaines modifications seront effectuées comme l'absence totale de Clup à l'image, une ambiance beaucoup plus légère et des fantômes beaucoup moins creepy. C'est bien parce que ça parle de fantômes et c'est bien, ça parle de fantômes. J'aime bien moi les fantômes. Et si l'on parle d'ambiance, notons également le passage de flambeau au niveau des compositions du film, puisque Randy Edelman succédera à Elmer Bernstein, Randy Edelman, que l'on connaîtra par la suite pour The Mask ou Beethoven. Elmer qui refuse le projet parce que tout simplement il ne voulait pas rester ancré dans la comédie, ce que je trouve assez dommage parce que le film se retrouve du coup amputé de cette atmosphère qui est si particulière à l'époque. Vous savez, avec ces sonorités assez étranges et synthétiques. Well, Run DMC, those famous rap masters, have the title song out on radio, and the world will surely go ghost crazy. Dans le même genre, le thème principal de Ghostbusters sera confisqué au regretté Ray Parker Jr. pour tomber dans les mains du groupe de hip-hop du moment, j'ai nommé Run DMC. Tout simplement, je pense pour coller plus à l'ère contemporaine de 89. En revanche, le film sera peu avare dans sa bande originale, qui reste aujourd'hui culte, avec des noms comme Bobby Brown, qui ne se contentera pas d'interpréter 2 titres pour le film, à savoir On Our Own et We Are Back. Il fera également une petite apparition dans le film. Nous avons également Howard Hunsberry qui reprendra le classique Higher and Higher de Jackie Wilson, ou encore Elton John himself avec Love is a Cannibal. Le clip On Our Own de la star de R&B Bobby Brown comptera pas moins de 12 intervenants, dont Donald Trump qui décidément aime crever l'écran, qu'on retrouvera quelques temps plus tard dans Home Alone 2. Mais le clip mettra également des noms comme Christopher Reeve, Jane Curtin, Sally Kirkland ou Laurie Singer. Lors de la séquence sur les comportements matrimoniaux, on peut aisément deviner dans quelle direction veut nous emmener la plume d'Aykroyd et de Ramis. J'essaie de déterminer si les émotions humaines ont un réel effet sur l'environnement physique. Vivons en paix, embrassons-nous, arrêtons de nous faire la guerre, un message simple porté par une symbolique qui l'est tout autant. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Le film matérialise la colère et la haine du genre humain à travers une substance visqueuse qui est une star du film en elle-même, le slime. Car non content d'être l'objet des effets visuels les plus réussis du film, je pense notamment à la rivière de slime, le slime porte à lui seul le fardeau d'une société qui est en pleine décadence et le job est ici de renverser la vapeur en exorcisant la substance et en faisant quelque chose de bon, quelque chose de positif. That oozing slime grows when people are negative, an emotion that Dan Aykroyd relates to. For much of my life, because as a skeptic and a cynic, a trained cynic at Second City, I've had a negative view of the world, and I still do, and I've got to check myself on that, like everybody else. I think it's good to put out positive energy and to be spiritually supportive. Car oui, le film joue sur la positivité. Si le slime se nourrit des ondes négatives des New-Yorkais, nos héros découvrent pendant le film que le slime peut également être énergisé par les émotions positives. Allez, chaud. Et rien de tel qu'un bon Jackie Wilson avec son Iron Higher pour faire vivre ce monstre de 90 mètres de haut, j'ai nommé la Statue de la Liberté. Mais n'en oublions pas l'antagoniste principal du film, dont la peinture ferait fureur dans n'importe quel spa, j'ai nommé... Moi, Vigo, le fléau des Carpates, la tristesse de Moldavie. Très largement inspiré de Vlad l'Empaleur, j'ai nommé Dracula. Vigo des Carpates, qui sera incarné par l'acteur allemand Wilhelm von Hamburg, ancien boxeur avec un charisme, il faut le dire, assez glaçant. Mais aussi un anglais catastrophique, et résultat, il a dû être doublé pour tout le film.
Le tableau de Vigo a par ailleurs une histoire assez fascinante. Il a été peint par Glenn H. Eisen qui a failli décliner l'offre d'Ivan Reitman. L'objectif est d'en faire une œuvre marquante, quelque chose qui est capable de créer une espèce de sentiment de malaisance, et ce sur plusieurs générations. Oh, j'ai peur, là, vous me faites peur, arrêtez. Oui, là, bien. Et si H. Eisen a créé l'ambiance principale de la toile, c'est Lou Polis, qui a auparavant travaillé avec Disney et la Warner, qui apportera des modifications significatives au personnage de Vigo. Alors il faut savoir qu'initialement et tout au long du film, Vigo devait être vivant à travers sa peinture, mais que par faute de temps, seule une incrustation de sa tête a été intégrée. Et ouais, chaque élément qui constituait le tableau devait être en mouvement, à savoir les arbres, les crânes, la bouche de l'acteur. Et Ivan Reitman a modifié à la dernière minute la fin de son film, ce qui peut apporter une dimension beaucoup plus kitsch. Et de la même manière, à la fin du film, Vigo devait sortir de la toile et non disparaître et réapparaître. Arrête-toi là, connard! Malgré un budget alloué bien plus important que le premier opus, on parle de 37 millions de dollars contre 30 millions de dollars. Le film va diviser à sa sortie, il va rapporter 215 millions contre 295 par rapport à son grand frère. En France, il fait 2,1 millions d'entrées contre 2,9 millions précédemment pour le premier SOS Fantôme. Et malgré son excellent démarrage, le film va se faire rouler dessus par un certain Batman de Tim Burton, qui était sorti en septembre de la même année, soit 3 mois avant. There is a lot of competition in the marketplace this season. How do you think Ghostbusters will fare? I have a little song that I can sing. Batman, da-da-da-da-da-da, third place. Et même si mon souvenir d'enfance peut paraître faussé, puisque j'avais été le voir au cinéma, j'avais 6 ans, j'étais encore un petit peu dans cette vibe Ghostbusters mania, moi j'avais fortement apprécié le film à l'époque. Et d'ailleurs, quel gosse de mon âge pouvait se soucier d'un certain manque d'inspiration de la part de la Columbia Pictures, qui a d'ailleurs été racheté la même année par Sony Pictures. Bah ouais, parce que le film est pratiquement un copier-coller de son grand frère. Entre le nerd qui drague la jolie Dana qui n'a décidément pas de chance dans une ville de 18 millions d'habitants, l'irrecevabilité de la population face aux menaces spectrales et les entités amovibles de plusieurs mètres de haut qui parcourent les rues de New York. Seule la menace de Vigo, provoquée par l'afflux de sentiments négatifs de la part du genre humain, peut sortir son épingle du jeu en termes d'originalité. Mais malgré les nombreux défauts qu'on pourra lui trouver, Ghostbusters 2 reste un film culte. Il suffit de voir certaines séquences qu'on va retenir, ne serait-ce par ces scènes marquantes, comme l'arrivée du Titanic, n'en déplaise à James Cameron 8 ans plus tard. Mieux vaut tard que jamais. Et surtout la fameuse séquence de la Statue de la Liberté marchant à travers les rues de New York, symbole de la pureté par excellence. Et quelle ne serait pas une franchise bankable sans ses adaptations vidéoludiques sur les supports du moment. C'est un passage obligatoire depuis l'apparition de Tron sur les bandes d'arcade en 1982. La particularité de Ghostbusters 2, c'est que non seulement il a été décliné sur pratiquement tous les supports de l'époque, mais également que chaque version aura sa propre vision selon la boutique qui en aura la charge. Laissez-moi vous présenter la version qui selon moi est la plus connue et qui m'aura fait vivre un véritable enfer du haut de mes 7 ans. C'est développé par les Anglais de chez Force Field, c'est distribué par le rouleau compresseur Activision et c'est adapté sur Atari ST, Amiga, Spectrum et C64. Ghostbusters 2, la suite du premier hit réalisé par Activision. Tous les héros sont là, réunis pour libérer New York City. Vous descendez dans les égouts de la ville, puis combattez dans la Statue de la Liberté. Et pour finir, c'est une lutte à mort qui combine stratégie et arcade contre le diable Vigo. Pour Amstrad CPC, Atari ST et Amiga.
Alors il faut savoir que cette version Atari ST, je ne l'ai pas connue de par sa version standalone, mais par la compilation Les Stars d'Hollywood, sortie en novembre 90 et distribuée par Océan, qui réunissait Ghostbusters 2, Indiana Jones, Robocop et Batman. Alors en France, contrairement aux États-Unis, il faut savoir que Ghostbusters 2 est pratiquement sorti en même temps que le film au cinéma. Et ouais, si ce n'est même 2 semaines avant, hein, ce qui pouvait provoquer une certaine frustration chez les gens qui voulaient découvrir le film au cinéma. Enfin ça c'est plutôt sur la théorie, hein. Sur la pratique on est sur un autre délire quand même. Après le succès interplanétaire de l'adaptation de Ghostbusters premier du nom sur C64 et sur CPC, et qui par ailleurs détenait le record absolu des ventes depuis 84, le challenge d'Activision qui avait très grassement acquis les droits de la licence et plus particulièrement de Force Field, c'était de développer un jeu en moins de 6 mois, et ce afin qu'il se retrouve sur les étals de Noël 89. Mais chose assez récurrente à l'époque, c'est que les équipes de Force Field avaient très peu d'éléments sur le film, qui était d'ailleurs en cours de production. Ce qui peut expliquer le caractère assez particulier des 3 niveaux qu'on nous propose. Hein. Mais dis donc, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et Ghostbusters 2 ne se retrouvera pas enterré dans le nouveau désert du Mexique. Les équipes de Force Fields travailleront d'arrache-pied sur un jeu qui proposera des niveaux variés avec le peu d'éléments qu'ils auront sous le coude, à savoir quelques planches de storyboard et quelques scènes de tournage. Tout d'abord prévu sur 4 niveaux, Ghostbusters 2 sera finalement réduit à 3 niveaux, mais chacun des niveaux proposera un gameplay différent qui, selon les développeurs, constitueront les scènes clés du film, ou du moins les plus adaptables. Dès l'écran titre du jeu, c'est une véritable claque puisqu'on retrouve le thème emblématique de Ray Parker Jr. mais digitalisé. Un exploit qui a coûté à l'époque à mon Atari ST plusieurs redémarrages tellement j'étais en extase. Un exploit que l'on devra à un certain Dave Lowe qui était le compositeur du jeu et qui a eu recours au rééchantillonnage complet du titre malgré les capacités limitées de la mémoire de l'Atari ST. Hein. Basé sur une séquence d'à peine 30 secondes du film, le premier niveau de Ghostbusters 2 mettra en avant la descente en rappel de Stantz dans le puits. Philippe Oliver, qui était en charge de l'adaptation sur CPC et sur Amstrad, explique que le script qu'il avait en sa possession stipulait une descente dans un puits avec des fantômes qui tournent autour du chasseur de fantômes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le script a été respecté à la lettre, peut-être même un peu trop. Hein. Entre les plateformes qui viennent freiner votre progression, la main qui cherche à scier votre corde, les assauts instoppables des fantômes, les ghouls qui vous crachent à la gueule et la gestion de votre charge à protons, le tout en tentant de rassembler les 3 morceaux d'une pelle, et ce afin de récolter le précieux slime en fin de niveau. Tout était fait pour me faire péter un steak, hein, et ce dès le premier niveau qui était par ailleurs le plus court. Regardez donc ce pauvre Stantz en pleine souffrance. Mais ce premier niveau montrait déjà la volonté de Force Fields de nous en mettre plein la vue. Hein. Et une fois n'est pas coutume, mention spéciale à la version Amiga qui nous délivre la meilleure version, tout micro confondu. C'est la fête de l'amour, New York! Chantez-la! Autre scène clé du film, la Statue de la Liberté qui est animée ici par l'énergie positive du slime. Le niveau est représenté sous forme de shoot, très largement inspiré de R-Type selon les développeurs. Basé sur un shoot à scrolling horizontal, notre fierté nationale devra blaster nombre d'atrocités spectrales avec des boules d'énergie qui seront envoyées par sa torche. Chaque tir vous faisant dépenser votre barre d'énergie qui sera remplie par les gouttes de slime qui seront amassées par les habitants de New York et que l'on devra récupérer. Le gameplay nécessitera la gestion des tirs grâce au pad, mais également grâce à la barre d'espace pour amasser les habitants de New York pour remplir notre fameuse réserve d'énergie. À savoir que si notre réserve d'énergie est épuisée, c'est game over. Et si par chance et avec la maîtrise d'un chimpanzé, vous avez réussi à venir au terme de ces 2 premiers niveaux, il vous restera à affronter la tristesse de Moldavie au musée à travers un shooter en 3D isométrique. Performance que renouera Force Field avec l'excellent Brat, sorti quelques années plus tard, en 91 il me semble. Et rien ne sera simple, hein, comme vous vous en doutez, puisqu'il va falloir
faire descendre en rappel nos 4 chasseurs de fantômes dans un premier temps, grâce au stick, ce qui est une véritable plaie, hein. Suite à ça, le jeu vous proposera de sélectionner l'un des 4 chasseurs de fantômes, afin de faire la fête à Janos, sous-fifre de Vigo, qui d'ailleurs fait toujours aussi flipper dans son tableau, hein. Le tout en mettant en sécurité Oscar et ainsi empêcher Vigo de prendre possession du bambin. Le système de visée est une véritable plaie au pixel près et sans compter que notre opposant se déplace aussi vite qu'un Super Saiyan. Et comme si ça ne suffisait pas, la surveillance de votre charge à proton est de rigueur si vous ne voulez pas que Janos remonte sa barre de vie aussi vite et vous immobilise. Et si par miracle les astres sont réunis, vous aurez le plaisir incommensurable d'en mettre plein la tête à cette peinture maudite. Difficile, bien trop difficile qu'est Ghostbusters 1, malgré la volonté de Force Field de faire quelque chose de fidèle, hein, malgré le peu d'éléments qu'ils avaient à disposition et malgré également les qualités graphiques dont dispose le titre. Le jeu a néanmoins reçu d'excellentes critiques à l'époque et notamment par Tilt et Génération 4 qui lui reprocheront quand même un caractère un peu confus à travers les différents niveaux, hein, à travers les différents gameplays. Et ce, encore une fois, malgré toute la bonne volonté des développeurs. Le jeu aura néanmoins un certain succès commercial et sera livré avec des goodies qui feront plaisir à des mordus de la licence, hein, comme votre serviteur. Il m'aura par ailleurs fallu acheter le jeu 2 fois, hein, et ce dans 2 pays différents, à savoir l'Angleterre et l'Allemagne, et ce afin de récupérer l'entièreté des goodies, à savoir le badge, le poster et le fameux ballon de baudruche que l'on peut retrouver dans le film. Un véritable enfer à trouver, mais ce genre de goodies était assez distinctif des éléments que l'on pouvait trouver dans les jeux micro de l'époque et qui pouvaient faire sacrément plaisir. Alors petit unboxing en vigueur de la version Atari ST avec son packaging très sobre, hein, j'adore. Il est simple, voilà, il est même respectueux de la licence. Le packaging uniquement en version anglaise, hein, ce qui est dommage, il n'y a pas de traduction française ici. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a en ouvrant la boîte? Nous avons bien évidemment, donc je vous déballe tout ça, les 4 disquettes du jeu, voilà, qui sont très propres. La notice. Voilà, assez sobre pour le coup. Il y a de l'anglais, il y a du français, elle est multilingue, contrairement à la boîte. Voilà, je vous montre, hein, ici. Voilà, version française. Le sempiternel flyer. Donc ici, pour le coup, ce qui est logique, des différents jeux distribués par Activision, voilà, du moment. Avec le fameux Altered Beast, la Red Card. Voilà, ici. Un flyer. Voilà, un flyer que je pense The Computer Game, donc vous voyez, hein, sorti le 1er décembre. Enfin, on arrive au plus intéressant, hein. Alors d'habitude, je le déplie pas parce que vous me connaissez, mais pour la vidéo et pour vous, je le fais. Le magnifique poster livré avec le jeu, voilà, estampillé Activision, ici. Voilà, donc c'est un poster propriétaire, hein, qu'on ne peut pas avoir ailleurs que dans le jeu, ce qui fait un petit peu la particularité de ce poster là. Voilà. Le badge, on voit pareil, hein, estampillé Activision, voilà, c'était un badge propriétaire, ce qui peut en faire un objet assez rare pour le coup. Et enfin, bien entendu, hein, le temps convoité. Et Roger, petite dédicace, hein, Roger de Cash and Play. Le ballon de baudruche ici, hop, je le déplie un petit peu pour que vous voyez. Il est un petit peu dégueulasse, mais il a le mérite d'être présent. Et donc voilà pour ce petit unboxing. Moi, ça me fait énormément plaisir d'avoir pu mettre la main sur ce jeu. J'ai toujours dit que c'était dans ma checklist. Et par ailleurs, c'était dans ma checklist, hein, de l'année 2024. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour faire une petite vidéo sur le sujet. J'ai trouvé ça plus pertinent que de vous présenter tout simplement le jeu, l'unboxing, tout ça, quoi. Et puis par ailleurs, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc voilà. Mais laissez-moi néanmoins vous présenter les autres déclinaisons du jeu parce que pas de jaloux, hein. Sorti en février 91, développé par les Américains d'Imagineering et, une fois n'est pas coutume, distribué par Activision, le jeu vidéo sur NES
se présente comme un jeu à scrolling horizontal de droite à gauche qui n'était pas très commun, où vous allez devoir traverser plusieurs niveaux comme les égouts, le tribunal, le métro, tout en tentant d'esquiver nombre d'obstacles, dont les bouffes-tout qui nous tombent dessus. Ces niveaux sont alternés par les séquences en Icto-1, le fameux corbillard des Ghostbusters où l'on doit prendre des boosts pour franchir les précipices. Enfin, le 6e niveau sera une sorte de Space Invader-like avec la Statue de la Liberté qui se balade dans les eaux du New Jersey, comme dans le film. Il me tarde de voir la gueule des gens quand on va accoster. Dans la première phase, puis à New York dans la seconde. Comme dans le film aussi. Et enfin, le dernier niveau repasse en phase classique où l'on doit rejoindre le tableau de Vigo. Et ça sera à faire 3 fois puisque on incarnera chaque membre du SOS Fantôme. La difficulté étant de plus en plus accrue. Le jeu est d'une difficulté épouvantable, comme la plupart des jeunesses de l'époque. Avec des sauts plus qu'approximatifs, avec le nombre d'éléments qui nous tombent dessus. New Ghostbusters 2, sorti en France en décembre 90 sur NES et Game Boy, développé par HAL Laboratory à qui l'on devra Smash Bros et Kirby, et supervisé par Satoru Iwata. Eh ouais. Il s'apparente à une sorte de shooter dont le gameplay peut ressembler à du Gremlins 2 si l'on évoque les adaptations cinématographiques de l'époque, les phases de plateforme en moins. Et ici, on vous propose d'incarner l'un des 5 chasseurs de fantômes, Louis Tully étant sélectionnable, et ouais. Et si je dois être complètement transparent, c'est de loin mon jeu préféré sur console, ne serait-ce que par son caractère SD kawaii à la japonaise, où l'on peut facilement identifier chaque protagoniste de par justement quelques spécificités graphiques, et également de par son gameplay orienté action. Et la grande originalité de ce jeu-là, c'est que vous ne dirigez pas un, mais 2 chasseurs de fantômes. Enfin, dirigez le second chasseur de fantômes étant dirigé par le CPU. Et il est chargé en fait d'emprisonner les fantômes. HAL Laboratory nous a livré, selon moi, une excellente copie du jeu si l'on évoque le fait que, par son gameplay, il n'est pas nécessaire de connaître le film. À travers les 6 niveaux que l'on commence à connaître, à savoir le métro, l'appartement de Dana, le musée, le palais de justice, les égouts, on devra ici allumer un bestiaire somme toute assez varié avec des niveaux qui le sont tout autant, malgré une certaine irrégularité au niveau de la difficulté. Ajoutons ici des arrangements des thèmes musicaux de la bande originale du film qui peuvent faire très plaisir. Les années ont eu raison de son inflation et notamment dans sa version PAL FRA. Si l'on considère que les 2 jeux sur NES sont sortis à très peu de mois d'intervalle, et le fait également que la version distribuée par Activision a complètement éclipsé celle-ci, c'est bien dommage. Alors, petite spécificité de la version PAL FRA, donc version française, c'est que le texte sur le packaging au dos de la boîte n'a jamais été traduit et est toujours resté en anglais. La version PC du jeu, elle aussi sortie en 89 et développée par Dynamix, proposera un tout autre gameplay et se démarquera complètement des versions précédentes. Il s'agit ici d'un melting pot de plusieurs styles de jeu. Votre but sera ici de casser de l'ectoplasme à travers des séquences de shoot, dans des lieux comme Central Park, les docks ou encore les boutiques de fringues, et ce afin de réunir 55 000 $ dans le but de fabriquer un canon à slime. Mais le jeu ne sera pas ancré dans ces phases de shoot, il proposera également des phases de descente en rappel dans les égouts de New York, et ce afin de pouvoir récolter du slime et de pouvoir l'expérimenter dans notre laboratoire. Et une fois l'ensemble des conditions réunies, à vous le pilotage de Lady Liberty grâce à votre pad NES. Et par ailleurs, je ne l'avais pas souligné et je pense que les amateurs du film d'époque l'ont remarqué, c'est le pad NES Advantage, belle promotion à Nintendo qui est utilisé dans le film. Vous devrez donc diriger la Statue de la Liberté à travers les rues de Big Apple, le tout bien entendu dans un temps imparti et ce pour enfin affronter dans une ultime phase de shoot le fléau des Carpates tout en esquivant le pauvre Janos. Le jeu s'adresse ici à un public plus averti que les joueurs console, ne serait-ce que par ses différentes phases de gestion, même si les séquences de shoot sont très nerveuses. La plastique EGA du jeu, qu'il s'agisse des séquences in-game comme des écrans intermédiaires, caresse la volonté de Dynamix de tirer parti du meilleur du hardware de l'époque. Le tout saupoudré par une excellente ambiance sonore ad-lib et même avec les speakers de nos vieux coucous.
Alors pour conclure, je dirais que malgré ces adaptations vidéoludiques plus ou moins réussies et son manque d'investissement scénaristique, SOS Fantôme 2 garde une qualité qui est pour moi non négligeable. C'est l'essence même des années 90, hein. C'est toute la nostalgie qu'il peut procurer. One of the secrets of the first film was the interaction of the characters, the comedy of the characters, the joy that they brought the audience in their movement. So we really thought we would tell a simple story and work on the comedy and the characters, and when we did a special effect, really do it. Véritable boulevard commercial engendré par la Columbia Pictures, SOS Fantôme 2 reste une œuvre complexe, qui calque son modèle trait pour trait, mais qui cherche également à s'en détacher, hein. Ne serait-ce par son côté immature, mais également par la volonté de populariser la franchise. So become a Ghostbuster. See if we can. La rendant de surcroît moins underground et retirant un petit peu cette saveur angoissante du premier opus de 84. Mais que voulez-vous, on se plaint d'une suite qui colle à peu près au cahier des charges pour se replaindre quelques années plus tard par un opus qui a été pondu par le rejeton en 2021, qui prend le risque quand même inconsidéré de se détacher du cadre urbain qui, selon moi, est l'essence même de la saga, hein. New York, dans les années 80, c'était comme The Walking Dead. Ton père t'en a jamais parlé? Et même si un véritable troisième film était initialement en chantier avec le cast d'origine inspiré du dessin animé Extreme Ghostbusters, le décès de Harold Ramis, le refus de Bill Murray et également les nombreux remaniements scénaristiques ont fait que le projet n'a jamais eu lieu. Je pense que les deux premiers films réalisés par Ivan Reitman forment une espèce de mythe qui reste aujourd'hui ancré dans une époque qui révolue. Une empreinte indélébile qui aura le mérite d'avoir lancé un genre qui était peu vu à l'époque, celle des comédies fantastiques horrifiques grand public. Bref, sachez que j'ai pris un énorme kiff en réalisant cette vidéo et bien qu'étant inconditionnel de la saga, mes recherches m'ont amené à découvrir des anecdotes absolument fascinantes que je tenais à vous partager. Qu'il s'agisse par ailleurs des certains points d'interrogation qui sont liés aux adaptations vidéoludiques, comme les découvertes que j'ai faites sur le film. Et il faut se le dire, hein, ces richesses n'ont pas de prix et définissent à elles seules une sorte de récompense. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager celle-ci et également à m'évoquer, écouter vos commentaires, hein, qu'il s'agisse du film, de votre expérience sur le film, comme celle sur le jeu vidéo, hein, comme vous le savez, toujours cette notion de partage sur la nostalgie, moi ça me tient à cœur. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.